Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Baeulet, le délégué général de la Fondation FAS, qui abrite d'ailleurs l'usine extraordinaire, une de nos fondations qui a permis ce merveilleux événement et qui agit dans différents domaines pour accompagner les entreprises françaises sur tous les champs de la RSE et tous les champs du mécénat, dont en particulier l'éducation, qu'on voit monter de plus en plus. Et j'ai la chance d'être avec Marc Vanson. Un mot, Marc, votre vie et ce magnifique think tank vers le haut. Oui, bonjour à tous. Merci à Vincent pour son accueil. Donc, je suis délégué général de Vers le Haut. Vers le Haut, c'est le think tank dédié aux questions d'éducation et de jeunesse. Alors, chez FAS, on le constate depuis plusieurs années, l'éducation était un peu le parent pauvre de la responsabilité sociale des entreprises, mais on voyait bien différents signaux monter. On a monté des grosses opérations comme techniques, dont vous avez la démonstration qui se trouve derrière, pour présenter ces métiers techniques et industriels dans les classes, et on a fait ce test sur 100 000 élèves. L'usine extraordinaire, quelque part, est la démonstration aussi que les industriels savent se fédérer de la même manière, mais peut-être plus précisément, comme Vers le Haut a fait une étude très fouillée sur ce besoin de RSE, peut-être tu peux nous présenter quelques éléments de diagnostic et de contexte. Alors volontiers. Alors, et si les entreprises avaient une responsabilité éducative? C'est une question pas si évidente que ça, parce que bien souvent, j'appuie sur le petit voilà, en France, il y a un peu un gouffre qui sépare le monde de l'éducation et de la formation. Alors je caricature évidemment, mais ceci dit, quand on interroge les chefs d'entreprise et qu'on leur demande si le système éducatif français est adapté aux réalités du monde du travail, ils sont que 1 sur 5 à nous répondre oui. Donc dans une grande majorité des cas, ils répondent non. Et inversement, quand on interroge des jeunes et qu'on leur demande alors est-ce que le monde de l'entreprise vous fait confiance, là il n'y a que 1/3 des jeunes d'entreprise, des jeunes qui considèrent que c'est le cas. Donc on voit qu'il y a cet écart et globalement il y a eu une mauvaise répartition des rôles dans le système éducatif français entre d'une part les entreprises qui se concentrent sur leur cœur de métier et puis d'autre part le système éducatif et les entreprises ayant tendance à attendre du système éducatif qui lui fournisse clé en main des salariés prêts à emploi. Or, et ça Vincent le sait bien, il en fait le constat, ça marche pas très bien. Je donne quelques conséquences de ce gouffre. Voilà. D'une part, ça crée du chômage. On connaît hélas le taux de chômage dans notre pays, notamment chez les jeunes. De la désorientation. Beaucoup de jeunes qui arrivent pour un premier emploi qui finalement ne se sont pas vraiment posé la question de ce qu'ils voulaient faire. Et donc beaucoup de problèmes dans les premiers emplois. On parle même pour les jeunes qui ont des parcours scolaires sans embûches et qui arrivent en premier emploi de ces fameux bullshit jobs, ces métiers où finalement on se demande à quoi ça sert, on ne sait pas le sens de sa mission. Et puis une pénurie de talent. Alors quand on en parle, les gens nous disent vous avez eu le taux de chômage en France, c'est pas un sujet, mais si, et là on le voit notamment dans le champ industriel, il y a de plus en plus de secteurs qui ont du mal à recruter. Et quand on interroge les chefs d'entreprise sur leurs grandes inquiétudes à horizon 10 ans, la question de la pénurie d'emplois qualifiés est un vrai sujet. Et puis enfin, plus généralement, la stagnation, parce qu'on voit que particulièrement dans nos économies développées, c'est bien l'innovation et donc l'éducation, la capacité à rechercher, à progresser qui est la vraie source de création de richesse. Alors peut-être pour compléter ce diagnostic, avant que Marc lance son think tank, on avait fait ce constat depuis très longtemps chez FAS, et en particulier dans le monde industriel, parce qu'on savait que la difficulté, tous les 4 points que vient de pointer Marc, qui sont peut-être encore plus vrais dans le monde industriel, dans cette dichotomie entre entreprise et école. Et pourtant, on voyait des signaux extrêmement intéressants. Nombre de chefs d'entreprise allaient présenter avec FAS leur métier dans les collèges, notamment, et revenaient après les présentations qui fonctionnaient bien. On le voyait bien sur le moment, ils étaient applaudis, ils étaient appréciés même par les enseignants. Et ça dépassait d'ailleurs les grandes caricatures qu'on voit souvent. Le monde de l'école ne veut pas recevoir les industriels. C'est absolument faux, je dirais concrètement, quand c'est bien outillé. Et pourtant, le résultat n'était pas là, au sens de ce que vient de dire Marc. C'est-à-dire, au début octobre, il disait « j'ai pas trouvé mes apprentis, j'ai pas trouvé mes alternants ». Voilà, donc ça restait compliqué. On a décidé sur une grande action qui s'appelle Technique, avec 2 cas, de mettre à plat nos manières d'intervenir dans les classes, de complètement les réinterroger avec des spécialistes du cognitif, de l'éducation, et puis de repartir avec des démarches 3D de présentation dans les classes, des métiers industriels, avec des défis académiques, avec des présentations extrêmement didactiques où on formait nos hommes et nos femmes d'entreprise qui intervenaient dedans. Puis on a décidé de faire le test à grande échelle, on a décidé de le faire juste avec 100 000 élèves.
350 la première année et on est à peu près à 35 000 maintenant sur la dernière année. Donc les choses bougent, avec juste 4 000 collaborateurs d'entreprise, donc industriels en l'occurrence, et juste 4 000 enseignants aussi. Et on voit bien que les choses avancent derrière. C'est ce que va reprendre Marc juste après. Puis le deuxième symbole, probablement qu'on l'a ici à l'usine extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la queue qu'il y a dehors là en ce moment. On va jusqu'à l'angle du bâtiment. Donc je crois que c'est une très très belle preuve de tout ça. Là par exemple, on n'avait plus de place pour accueillir des classes encadrées. C'est-à-dire on était au taquet de la jauge du Grand Palais et au taquet de ce qu'on pouvait faire en accompagnement de groupe. Voilà. Alors peut-être comment on peut avancer? On avait ces signaux et c'est pour ça que quand Marc est arrivé avec Vers le haut, je me suis dit là il y a quelque chose qui va se cristalliser de bonne manière. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives et qu'elles ont un bon accueil quand les entreprises s'engagent dans ce domaine. Ça suscite de l'intérêt. Et ça, c'est peut-être une évolution depuis quelques années. L'entreprise est attendue dans le champ éducatif. Quand vous interrogez les Français sur qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise dans le champ social, au-delà de leur cœur de métier, les premières préoccupations des Français, la première, c'est de préparer au métier de demain. Préparer les salariés au métier de demain. Et la troisième, c'est favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Donc il y a une vraie attente. Et même quand on demande aux Français quels sont les acteurs qui devraient davantage s'impliquer dans le champ éducatif pour que ça marche mieux, l'entreprise est celui qui ressort le plus. Donc on voit qu'il y a cette attente. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on intègre vraiment l'éducation dans les stratégies des entreprises? Puisque quand on regarde en fait les indicateurs de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, on voit que finalement il y a très peu d'éléments qui concernent l'éducation et la formation. L'éducation, ça fait partie des grands objectifs de développement durable. Et les grands objectifs de développement durable, c'est un peu la boussole que se donnent les États, les grandes organisations, les entreprises pour répondre aux défis du développement durable. Et après, quand on regarde concrètement comment c'est décliné dans les stratégies d'entreprise, et ben là, il y a très peu de choses sur l'éducation et la formation. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne font rien. Au contraire, elles font plein d'actions. Et Vincent en a cité, et il y en a beaucoup. Mais du coup, c'est plus... j'allais dire, au petit bonheur la chance ou en fonction d'une conviction d'un patron ou d'un manager qui s'engage sur le sujet, plutôt qu'une vraie stratégie d'entreprise. Peut-être qu'un des autres constats, avant que Marc prolonge sur le diagnostic et la structuration du manifeste, qui je crois offre la première synthèse finalement en France de ces avancées et de comment on peut encore avancer demain, je pense qu'un des éléments du diagnostic, c'est aussi qu'on intègre trop peu la complexité de ce système, c'est-à-dire quelques entreprises font des choses magnifiques, mais elles le font à leur manière et dans leur coin, et quand elles ont terminé leur outil, elles disent maintenant venez nous voir. Voilà. Et on voit bien que cette symbiose dont on a absolument besoin, dans un milieu qui n'est pas immédiatement ouvert, qui évidemment est le garant de l'éducation de tous nos enfants aussi. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et puis à l'inverse, les quelques initiatives du monde de l'école, de la même manière, sont pas assez systématisées, intègrent pas assez les codes, les rythmes, les contraintes aussi du monde de l'entreprise. Et je pense que c'est là où des tiers garants comme FAS et beaucoup d'organisations qui sont ici, des initiatives, je pense à la semaine de l'industrie de l'UMM par exemple, qui sont des choses magnifiques, ou ce que fait la FIM encore. On a besoin de corps intermédiaires pour absolument bien réussir, des think tanks aux acteurs opérateurs, mais vraiment dans cette symbiose qui permettra la réussite, parce que je pense que les ingrédients, on les tient à peu près. Exactement. Ouais, non, je crois qu'on a tous les ingrédients. Maintenant, il faut passer en phase industrielle, justement, et de passer de la bonne intention à la vision stratégique. 30 indicateurs, tu as réussi à découvrir. Comment tu peux présenter ces éléments? Alors, je vais les détailler juste après. Mais donc, nous, on est arrivé sur ce concept de la responsabilité éducative des entreprises. Donc, on parle de la responsabilité environnementale. Ça répond à la question quelle planète on va laisser à nos enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi, quels enfants on va laisser à notre planète? Et donc, d'engager les entreprises dans cette dynamique. Et finalement, il y a 30 ans, la question de l'environnement, elle n'était pas intégrée dans les stratégies d'entreprise, ou très peu. Et puis maintenant, on voit que c'est vraiment intégré, il y a des attentes fortes, il y a des obligations de reporting dans le champ environnemental, on mesure les émissions de CO2 des usines qu'on présente là dans l'usine extraordinaire. Eh bien, est-ce que demain, et en tout cas nous c'est notre conviction, et je sais que FAS est aussi convaincu de ça, demain, la responsabilité éducative, ça sera aussi une attente très forte, et on demandera aussi aux entreprises de rendre compte de leur action dans le domaine. Donc il faut des objectifs, il faut des plans d'action, il faut du reporting, c'est-à-dire qu'il faut rendre compte de cette action. Vous savez, les entreprises publient des rapports de développement durable qui présentent leur action hors de leurs indicateurs financiers classiques. Eh bien, dans ces indicateurs, il va falloir intégrer de plus en plus des indicateurs liés à l'éducation et à la formation. Et puis, on y travaille avec FAS
l'idée d'un trophée qui va mettre sur le podium les entreprises les plus engagées, le trophée de l'entreprise à impact éducatif, et même un label éventuellement qui va permettre d'accélérer le changement. Alors très rapidement. Sur les axes, oui, voilà, je vais te laisser présenter les axes. Peut-être un autre élément pour ponctuer ce que vient de dire Marc, c'est une fois qu'on a cette approche globale et un peu systémique que je citais tout à l'heure, je pense qu'après il faut un très très grand pragmatisme, pratiquement au sens de l'analyse de la valeur, comme on l'aime bien dans le monde industriel, c'est-à-dire à quel endroit j'amène une plus-value. Et je dis souvent, présenter le métier de soudeur avec la fiche 627 de l'ONICEP, c'est quand même pas simple, même si le conseiller d'orientation est excellent. Et à l'inverse, voir cette soudure ou voir ici les pièces de boîte de vitesse qui sont en train de se construire et qui vont vraiment aller dans des vraies voitures, comme on le voyait avec un jeune il y a 2 jours avec le Premier ministre, ça, je pense que ça raconte des histoires concrètes. Donc il y a bien plus-value d'intervention du monde de l'entreprise, alors que d'autres fois, moi, je ne confierais pas ma fille en difficulté scolaire à un chef d'entreprise, aussi bon soit-il, mais plutôt à un psychologue. Chacun son métier. Et je pense que ce type de croisement, avec une juste place de l'entreprise, c'est ce qu'il faut outiller maintenant. Exactement. Ouais. Attention à la confusion des rôles, tu as bien raison de le rappeler. Donc du coup, on a essayé de faire le travail très précisément. Quel est vraiment ce rôle de l'entreprise dans le champ éducatif et où est-ce qu'elle peut avoir de l'impact? On a identifié 3 grands axes. D'abord, l'entreprise dans son cœur de métier, à travers les biens et services produits par les entreprises, quel peut être leur impact éducatif? Alors je vais vous donner des exemples. Il y a des biens et services qui peuvent avoir un impact favorable sur l'éducation ou un impact défavorable. On parle souvent de l'impact du numérique et on sait qu'il peut y avoir des utilisations extrêmement intéressantes dans le champ éducatif du numérique et puis aussi des problèmes. Je vous donne un exemple. Il y a des actionnaires d'Apple il y a quelques mois qui ont écrit au board d'Apple en leur disant mais attention, il y a quand même de plus en plus d'enquêtes qui montrent que des enfants ont des phénomènes de dépendance, d'addiction au portable. Comment est-ce qu'on gère ces sujets pour s'assurer que nos biens et services n'ont pas un impact négatif? J'avais assisté il y a quelques temps à une conférence, et je vous en parle souvent parce que ça m'avait choqué, d'un grand patron de l'audiovisuel qui disait toute la journée, je me bats pour que les enfants regardent le plus la télé possible, et quand je rentre le soir à la maison, je me bats pour que mes propres enfants la regardent le moins possible. Bon, ça, c'est pas possible. Donc du coup, comment est-ce qu'on intègre cette réflexion au sein des stratégies d'entreprise, par exemple dans les conseils d'administration, les instances de représentation du personnel? Juste Marc, comme il y a 10 axes et qu'il va nous rester 2 minutes, il faut que tu arrives à les énoncer. Voilà. Mais en tout cas, que les entreprises se posent les questions, les biens et services qu'on produit, est-ce qu'on les veut pour nos propres enfants? Et la même question sur la publicité, le marketing, qui peut avoir un impact favorable ou défavorable sur l'éducation. Le rôle de l'entreprise comme employeur, on va le voir, et FAS est très engagé sur ce sujet, employeur actuel ou futur, c'est notamment le rôle de l'entreprise dans l'appui à l'orientation. Comment est-ce que les entreprises font découvrir les métiers? Vincent parlait de technique tout à l'heure, font découvrir ces métiers et offrent des parcours de réussite aux jeunes. Le rôle de l'entreprise dans la participation à la formation initiale, pour en finir avec cette répartition des rôles un peu absurde dont je parlais tout à l'heure. On sait qu'il y a aujourd'hui des métiers en tension sur lesquels les entreprises s'investissent pour former elles-mêmes des jeunes, avec des acteurs éducatifs, avec des fondations qui connaissent ces sujets, et ça permet l'intégration de jeunes, et puis ça permet la croissance des entreprises qui du coup ne sont pas obligées soit de délocaliser ou soit de geler leur carnet de commandes parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. La question du rôle de l'entreprise dans l'insertion professionnelle des jeunes, on a parlé de la question de l'apprentissage, c'est vraiment un sujet majeur en France, il y a encore beaucoup à faire. Point très important, le développement continu des compétences. On le voit ici, là, on est dans l'usine 4.0, les métiers sont en pleine transformation, la robotisation, l'intelligence artificielle. On est sorti du schéma un peu classique où vous aviez l'éducation, le travail et puis la retraite. Non, il va falloir de plus en plus de la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est les entreprises qui vont devoir porter ça, évidemment, avec leurs collaborateurs. Donc le développement continu des compétences. Et puis aussi, ça peut paraître annexe, mais c'est un rôle important, notamment dans l'optique de la parité, sur le rôle de l'entreprise pour aider ses propres salariés à développer leurs compétences parentales et à pouvoir assumer leurs compétences éducatives, notamment ce fameux équilibre vie professionnelle, vie familiale, qui est un vrai défi. Et puis peut-être juste pour le laisser respirer 20 secondes, j'irais ponctuer aussi ces éléments sur la vie de l'entreprise. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut faire dans les petites comme dans les grandes. Oui. Je dirais quelqu'un en freelance qui bosserait juste en sous-traitant de l'industrie, pratiquement tout seul chez lui sur certaines pièces de micro-précision par exemple derrière, et on en connaît quelques-uns, peut tout à fait venir présenter son métier de la même manière. Et on voit bien toute l'importance que ça a, je pense, à l'orientation pour présenter l'industrie, mais pratiquement dès le primaire. C'est-à-dire si on peut raconter des histoires le plus en amont possible, souvent il est trop tard quand on intervient. C'est-à-dire les cadres conceptuels et cognitifs sont déjà posés et du coup on n'y arrive pas. Et la même chose sur l'alternance. L'alternance,
l'alternance, on peut la penser beaucoup plus largement qu'au sens du contrat de pro et du contrat d'apprentissage, mais aussi de l'alternance d'orientation, par exemple, derrière. C'est partout où l'entreprise amène un meilleur moyen d'apprendre ou de découvrir un métier qu'une autre formule éducative classique telle qu'on les connaît. Peut-être on finit sur le dernier pôle de l'intérêt général. Bon, ben voilà, c'est le rôle que l'entreprise peut jouer, notamment à travers le mécénat, notamment le mécénat de compétences, tous ces salariés qui s'engagent auprès de jeunes dans du tutorat. Je sais que la FAS est très engagée aussi sur ces sujets. Et puis on va conclure juste pour dire que ça c'est un intérêt de l'entreprise. C'est pas, on leur demande pas de faire de la philanthropie pour la philanthropie. C'est parce que dans un schéma où beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés aussi cherchent du sens à leur mission, et ben cet engagement sur le champ de l'éducation, c'est montrer que la croissance, c'est pas que la croissance économique, même si elle est importante, c'est aussi la croissance humaine, la croissance du lien social. Et ça, c'est vraiment un moteur pour les entreprises qui s'engagent dans ce champ. Et n'oublions pas qu'on est tous parents, ou presque, et donc cette responsabilité éducative, c'est la responsabilité de tout le monde. Et c'est comme ça qu'avec l'industrie, on peut faire société avec l'entreprise. Merci. Merci.